Bonjour, il est 19h50, vous êtes bien sur Ramdam FM, la radio étudiante de Valenciennes. Bienvenue à la 5e émission du Cabaret des Curiosités, le festival d'hiver de théâtre du Phénix. Cette année, la programmation s'articule autour du thème de la guérilla. Je suis Renaud et je suis accompagné d'Ethan, et aujourd'hui on a la chance d'accueillir Lionel Palin et Laurent Atta. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour nos spectateurs qui ne vous connaissent pas ? Allons-y. Donc Lionel Palin, moi je suis vidéaste, voire même plus précisément électrovidéaste. Et je travaille depuis plus de 25 ans maintenant l'image sur les plateaux de théâtre, de danse. Donc vraiment une approche jouée de l'image, une approche de l'image qui se veut vraiment quelque chose de très très proche de la musique, de la danse, du jeu. Et donc je suis metteur en scène de mon côté et je co-dirige la compagnie Animavotrix avec Emma Gustafsson. Et la raison pour laquelle on est là, effectivement, c'est qu'on présente aussi bien Emma un spectacle qui s'appelle Comme des étoiles. Et de mon côté, on a travaillé avec Lionel et Ksenia Onichenko sur un spectacle qui s'appelle Ksenia. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus. On en parlera juste après. D'abord, on va commencer par parler un peu plus de vos carrières personnellement. Je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer. Bah Laurent, je t'en prie. Alors, ma carrière personnellement, merci Lionel. Moi, j'ai découvert le théâtre. Vous voulez une version très longue ou une version longue ? Une version longue quand même. Voilà. Non, parce que je fais de la mise en scène depuis presque 30 ans maintenant et avant j'étais acteur, donc il y a un historique comme ça assez long. Mais non, pour tout vous dire, j'ai découvert le théâtre vraiment au lycée, tout simplement. Et j'ai eu la chance qu'il y ait des gens du lycée qui soient aussi dans la troupe universitaire. Donc j'ai pu faire très très rapidement des spectacles dans des conditions quasi professionnelles. Et c'est là où j'ai vraiment chopé le virus. Et après, j'ai quitté ma ville natale qui est Reims, en Champagne, et pour aller à Paris où je suis allé à la fois à l'université et en même temps dans une école de théâtre. Et après quelques années de travail comme acteur au sein de plusieurs spectacles, j'ai compris qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était moi-même de raconter les histoires. C'est-à-dire d'être à l'endroit où on choisit les histoires qu'on raconte. Et en France, le meilleur endroit pour ça, dans le milieu du théâtre, c'est quand même la mise en scène. Puisque dans notre système, les metteurs en scène, les metteuses en scène sont souvent aussi les producteurs de leurs spectacles, puisqu'ils créent les compagnies qui sont les structures qui permettent de produire les spectacles. Et c'est le choix que j'ai fait. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans les Hauts-de-France, d'ailleurs. Et c'était il y a 30 ans, pour commencer à faire exister Animavotrix. Et on se retrouve maintenant 35 spectacles plus tard. Voilà. Donc vous avez parlé que vous étiez acteur, vous êtes encore acteur aujourd'hui. Est-ce que vous participez encore à des scènes ou alors est-ce que vous êtes vraiment juste metteur en scène ? Alors, on n'est jamais vraiment juste metteur en scène d'une certaine manière. Il faut quand même faire beaucoup de choses. Par exemple, un metteur en scène est aussi pédagogue la plupart du temps. C'est-à-dire que une des choses que je fais beaucoup, c'est aussi intervenir dans les écoles supérieures ou diriger des stages. Ou faire du mentorat, de l'accompagnement d'autres artistes. Mais pour ce qui est du jeu, en l'occurrence, moi j'aime bien y retourner assez régulièrement, dès que je peux, me retrouver à nouveau sur la scène. Pour tout vous dire, j'ai fait même un stage dernièrement où j'étais acteur, voilà, sans préciser que je faisais de la mise en scène, mais je me suis retrouvé à nouveau avec des acteurs pour jouer et pour se retrouver aussi dans cette situation d'avoir à entendre les consignes que soi-même on a l'habitude de donner aux acteurs et de voir tout ce travail que j'appelle le ping-pong entre l'acteur et le metteur en scène, une sorte de jargon qu'on construit ensemble. Se retrouver de l'autre côté, c'est pas mal d'éprouver à nouveau cet échange-là. Vous voyez un peu comment l'acting est encore aujourd'hui alors que vous êtes un peu plus dans la gestion, un peu plus réalisation de la pièce. Vous êtes vraiment, vous avez un rôle qui est beaucoup plus à responsabilité propre dans la création, tandis que vous voyez un peu ce qu'est le fait de jouer un rôle sur scène devant des gens, être un peu plus dans la lumière.
Oui, il y a des contraintes différentes en fait. Moi je vois plutôt les choses comme deux artistes qui travaillent ensemble. On n'est pas au même endroit, mais l'acteur ou l'actrice est autant artiste d'une certaine façon que le metteur en scène ou le metteuse en scène. Et c'est même un spécialiste de l'endroit où il est, beaucoup plus que le metteur en scène ou metteuse en scène, quels que soient les parcours. Dans le travail qu'on fait à un moment sur le plateau, l'acteur, l'actrice est le spécialiste du texte qu'il a en bouche. Et ce qu'il faut, c'est qu'on collabore, en fait, qu'on travaille ensemble pour que la confiance s'installe suffisamment pour que lui, son intérêt ou elle, son intérêt, c'est d'avoir quelqu'un qui est, en l'occurrence le metteur en scène, la metteuse en scène, qui est son premier spectateur. Ça, il ne peut pas être à l'extérieur, comme le metteur en scène ne peut pas être à l'intérieur et le piloter comme une marionnette. Donc c'est de la collaboration humaine comme ça, et c'est d'ailleurs comme ça que c'est intéressant. C'est comme ça que c'est chouette. Ce qu'on appelle la direction d'acteur est en fait plutôt un échange. Et pour parler un peu vous êtes metteur en scène, vous l'avez dit, et pour savoir un peu pour nos auditeurs, comment on peut devenir metteur en scène, est-ce que vous avez un conseil à donner, une façon de faire la voie d'or, entre guillemets, comme on pourrait dire? Alors la voie d'or, malheureusement, en France, c'est une vraie question, c'est qu'on n'a pas de réelle formation. Alors il en existe quelques-unes dans des écoles, je crois que le TNS a encore une formation mise en scène, ou l'ENSAT, mais c'est très, très, très peu. L'école du Nord essaie de développer quelque chose aussi à cet endroit-là, qui est très intéressant, mais à la fois c'est 2, voire 3 ou 4 par promo, et la question de la réalisation, enfin dire du moment où on passe vraiment à l'acte, c'est-à-dire diriger ses propres spectacles, se pose toujours. Précédemment, on était simplement assistant. Moi, ce que je conseille, c'est quand même de faire de l'assistanat, passer par l'assistanat, voir les autres travailler, comment ils travaillent, dans quel rapport ils sont avec les gens autour. Parce que, vous l'avez dit, il y a la question de la réalisation. Moi, j'ai essentiellement parlé de la direction d'acteur, mais après, effectivement, on travaille avec beaucoup de gens. On travaille avec des électrovidéastes, parfois, comme Lionel, qui ont d'autres impératifs, d'autres contraintes de temps. On travaille avec beaucoup de gens qui sont dans la technique, mais aussi dans l'administration, que ce soit la diffusion, que ce soit la communication. Et il faut réussir à parler à tout le monde pour que le spectacle se fasse. Donc l'assistanat, c'est bien, parce qu'on est en tiers, on est en train de voir comment les choses fonctionnent, et puis on est aussi amené à parler à tous ces corps de métier. Donc ça, c'est pour moi la meilleure chose. Après, il est bon, je pense, de se former aussi en dramaturgie, et ça peut se faire au sein de l'université. Il y a des choses comme ça aussi qui existent, ou de certaines écoles supérieures qui permettent de suivre des cursus comme ça. Mais s'il y a un endroit, je pense qu'on ne peut pas éviter, c'est de mettre la main à la pâte. C'est-à-dire qu'il faut y aller avec une bande de copains, de copines, et puis faire les spectacles. C'est comme ça qu'on éprouve, vraiment. Vraiment travailler, vraiment aller chercher les gens autour de soi qui sont passionnés et se lancer dedans, vraiment directement, mettre les mains dans le cambouis, comme on dirait. Ouais, dans le moteur. Oui. Dans le moteur. Pour parler un peu, on l'a dit aussi, vous êtes aussi vous co-dirigez une compagnie qui s'appelle Anima Motrix. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus de cette compagnie, d'où elle est venue cette idée de diriger une compagnie, et qu'est-ce que vous faites dans cette compagnie? Alors, quand je suis arrivé dans les Hauts-de-France il y a 30 ans, j'étais assistant à la mise en scène. En fait, j'étais à la Comédie de Béthune, qui est un centre dramatique national. Les centres dramatiques nationaux sont des théâtres où on crée les spectacles. C'est vraiment un endroit où on fait de la création. J'avais déjà en tête de moi-même choisir, comme je l'ai dit, les histoires que j'avais envie de raconter. Donc l'outil pour raconter ces histoires, c'est celui avec lequel on peut recueillir les moyens nécessaires, faire de la production, comme on dit. C'est la compagnie en France. Une compagnie, en fait, c'est une association qui permet de recueillir et de salarier les gens d'une certaine façon. Voilà. Donc on peut réunir autour de soi des gens dans des conditions professionnelles, les salariés. On peut attirer des partenaires qui ont envie de coproduire les spectacles. Et c'est comme ça que tout d'abord à Béthune, le siège social est toujours Béthune d'ailleurs, de la compagnie, j'ai créé Anima Motrix. Voilà. Et très vite, les choses se sont prises, les spectacles se sont enchaînés. Voilà, ça a été assez... Les débuts ont été quand même très... paradoxalement, quand j'y réfléchis, je vois la difficulté qu'il y a aujourd'hui à faire des spectacles, ont été quand même
très simple d'une certaine façon. C'est-à-dire que j'étais au sein d'un centre dramatique, j'ai pu tout de suite bénéficier de cette aide-là, qui est quand même un théâtre assez construit, enfin en tout cas équipé. Et du coup, le décollage de la compagnie s'est fait assez vite. Et tant mieux d'une certaine façon. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile, hein, je l'entends bien. Hein. On lui souhaite qu'elle marche très bien, la compagnie, vous continuez à faire des pièces, tout ça. Il y en a peut-être certaines que vous pourriez nous dire ou autre chose qui vont avoir lieu bientôt ou qui vont être prévues, qui sont en cours. Vous voulez pas qu'on parle du spectacle qui est en ce moment ici on peut en parler, mais je parle aussi personnellement du futur. Alors, il y a une chose très importante quand même dans cette compagnie Animatrix qui existe depuis premier spectacle, c'était décembre 99, on va dire 2000, donc ça fait 25 ans. C'est que depuis quelques années, c'est une co-direction, hein, je l'ai dit, avec Emma Gustafsson, et qu'elle-même, on a déjà fait ensemble 4 spectacles qu'on a co-mis en scène. Et la dernière création, pour la première fois, c'est Emma qui l'a mis seule en scène. C'est une mise en scène où moi, je n'étais que collaborateur artistique. Et c'est vraiment un spectacle que Emma a dirigé seule. Et le prochain spectacle, c'est encore un spectacle que Emma va diriger seule. Hein, donc ça sera Jouer le jeu, ça sera un jeune public pour le coup, et qui se fait en coproduction avec la compagnie d'Oiseaux-Mouches, qui est une compagnie à Roubaix qui a une très belle spécificité puisqu'elle travaille avec des acteurs, des actrices qui sont en situation de handicap. Et c'est une troupe qui existe depuis elle aussi presque 30 ans je crois, et qui a une très belle réputation. Donc c'est vraiment une chance pour Emma de pouvoir monter un texte qu'elle a choisi, qu'elle a traduit elle-même, qui est un texte de Jon Fosse, qui est un auteur norvégien, prix Nobel de littérature 2024. Et ce spectacle jeune public, elle va pouvoir le monter avec ses acteurs, et elle en parle très bien. Elle dit que c'est vraiment une chance parce que ces acteurs-là, ces actrices-là ont une poésie particulière, une façon, je dirais, beaucoup plus inattendue, libre, hors des normes, je dirais, pour aborder le plateau et l'invention, les improvisations nécessaires à inventer cette pièce. Donc elle se réjouit de partir là-dessus. Et puis ensuite, on a beaucoup de projets, hein. Ça peut être long, hein, mais je vais essayer de faire court. Ça, c'est comme vous voulez. Derrière, vous pouvez parler vraiment. C'est juste que l'émission n'a pas vraiment de limite. Juste par contre, peut-être vous allez voir une pièce juste après. Oui, c'est ça. Et puis je voudrais laisser Lionel parler. Alors je vais très vite, je vous dis exactement après ce qui se passe. Moi-même, je vais faire une adaptation d'un roman de Julien Delmer qui s'appelle Frères des Astres. Et puis on est en train d'écrire, on va reprendre l'écriture puisque c'est une résidence qui se fait sur plusieurs périodes, mais au mois d'avril, on va reprendre avec Emma l'écriture d'une adaptation d'une pièce de Strindberg. Strindberg, c'est l'autrice contemporaine, mais là c'est Strindberg, et pas Sarah Strindberg, mais August Strindberg, et c'est une adaptation de Mademoiselle Julie dans une version contemporaine sur la question du consentement. Voilà. Merci à vous. Maintenant, on va passer à notre deuxième invité, Lionel. Je vais laisser maintenant mon co-animateur vous poser les questions. Et vous, quel est votre parcours pour arriver sur ces deux spectacles qui sont joués ici? Donc moi, c'est un parcours un petit peu atypique dans le spectacle vivant, parce que moi, je suis physicien de formation. Donc j'ai fait une école d'ingénieur en physique et un doctorat en nanoélectronique. Et la sortie de ce doctorat, je me posais déjà pas mal de questions sur la suite des événements. J'ai été un petit peu enseignant-chercheur et j'ai rencontré la danse contemporaine. Et j'ai eu un vrai choc esthétique, c'est-à-dire que j'allais assez souvent au théâtre, mais j'avais vraiment tous les préjugés qu'on peut avoir sur la danse quand on ne connaît pas la danse. Et j'ai découvert au plateau une grammaire, un vocabulaire qui me parlait alors que je ne connaissais pas du tout les mots. En fait, c'était très étonnant. C'est-à-dire, d'un coup, quelque chose me parlait sans que j'en connaisse les codes, sans que j'en connaisse la structure langagière. Et ça me ramenait beaucoup à la question de la physique aussi, qui est un langage extrêmement précis et très spécialisé, surtout quand on va assez loin là-dedans. Au final, on parle une langue que peut-être une centaine de personnes dans le monde peuvent comprendre, parce qu'on est sur un sujet très très pointu.
Et donc là, j'étais confronté à des gens qui avaient une langue que je ne connaissais pas, mais qui pouvaient me parler. Alors que moi, avec cette langue de la physique, je pouvais vraiment parler à pas grand monde. Donc, donc j'ai voulu savoir comment ça se fabriquait. Et je suis allé voir la chorégraphe. Alors, par ailleurs, j'ai toujours eu une pratique de l'image, dessinée et informatique. Et donc, je suis allé un peu au culot en disant, moi, je veux comprendre comment on fait un spectacle de danse. Et cette chorégraphe-là, qui avait peut-être des idées en tête, a ouvert les portes de son studio. Au départ, j'avais une petite caméra, je filmais pour comprendre. Et puis, on s'est retrouvés dans une résidence au musée contemporain d'art contemporain de Saint-Étienne. Puis là, elle m'a demandé si je n'avais pas quelques images à faire. Donc, on a travaillé un petit peu avec les danseurs, on a fait des images. Je fais ma première projection en public à côté d'un Kandinsky. Et j'ai su que mon métier serait définitivement et totalement celui-ci. Et donc je suis reparti à zéro, c'est-à-dire que doctorat et diplôme d'ingénieur en poche, je me suis retrouvé dans une compagnie à faire des images, à apprendre ce métier, à l'inventer, puisque au début des années 2000, l'image existait déjà sur scène, mais c'est une image qui se faisait de manière assez artisanale. Beaucoup ont diffusé encore au DVD, je ne sais même pas si les DVD ça vous raconte quelque chose, mais oui, ça commence à disparaître, voilà. Mais on a connu. Voilà, autant vous dire que l'ordinateur n'était pas du tout présent en fait pour projeter de l'image, ou très peu. Et que je voyais les copains du son qui avaient déjà des outils incroyables pour jouer du son, pour diffuser des choses. Et nous, on galérait. Et là, je me suis souvenu que, en plus de savoir faire des images, je savais aussi un petit peu faire de l'informatique. Et donc j'ai commencé à développer mes propres, ce que j'appelle ma lutherie numérique, c'est-à-dire des outils pour faire de l'image. Et j'ai cette particularité, je pense que ces outils-là, ils sont construits depuis le plateau, depuis la scène, depuis les impératifs de jeu, de la danse, du théâtre. Et ça leur donne, je pense, une saveur assez particulière. Voilà, et depuis, donc j'ai commencé vraiment en compagnie, vraiment partant de rien, en découvrant. Puis du fil en aiguille, une compagnie de danse me fait rencontrer une compagnie de théâtre. Et puis je rencontre des lieux qui me proposent des installations. Enfin voilà, ça se construit vraiment en faisant. Je pense que vraiment le fait de mettre les mains dans le cambouis, c'est vraiment, il faut y aller quoi. Il faut y aller, il faut la passion de ça, rencontrer des gens, faire des choses. Voilà. Après, au bout de quelques années, j'ai senti la limite d'être interprète en compagnie. J'ai appris beaucoup, mais à un moment donné, par rapport à là où allait ma pratique de l'image, j'avais des contraintes, ce qui était normal, puisque c'est un travail collectif, donc c'était évident que je ne pouvais pas, à l'intérieur de ça, aller aussi loin que ce que je voulais. Et donc j'ai commencé à initier toute une série de duos, d'improvisation entre l'image et la danse, l'image et la musique, l'image et le cinéma 16 mm, l'image et la lumière. Enfin voilà, j'ai vraiment exploré des tas de choses comme ça. J'ai commencé moi aussi à me créer une structure qui est le moyen aussi d'avoir de l'autonomie, de pouvoir salarier des gens, de pouvoir proposer des projets, avoir un petit peu d'accompagnement pour ça. Et donc j'ai vraiment eu une phase vraiment très de recherche assez radicale, assez expérimentale. Et depuis, j'oscille entre les deux pratiques. Donc c'est-à-dire j'ai des pratiques de production et des pratiques d'interprète dans des compagnies, avec le grand plaisir de rencontrer des compagnies, aussi parce que tout seul, il y a des choses que je peux faire, mais il y a aussi des choses que je ne peux pas faire. Et là, par exemple, la rencontre avec Laurent, avec Anonyma Motrix, d'un coup, c'est aussi des possibles. C'est aussi explorer des champs que moi, je ne serais pas exploré. Cette rencontre aussi avec Senia, ce vocabulaire qu'on est en train de construire autour de cette pièce, où on va en reparler plus précisément, mais c'est des choses, j'ai des intuitions, mais seul je ne peux pas les mener. Donc là, je sais que c'est le bon endroit et la bonne personne pour travailler ça. Vous mêlez vidéo et spectacle vivant. Comment est-ce que ça se concrétise concrètement sur scène ? Alors, ça c'est une très bonne question. Ça peut prendre plusieurs formes. En fait, la forme un peu évidente, c'est la caméra. C'est-à-dire que la caméra, finalement, est un objet qui permet de prendre de l'image en direct, donc de fabriquer de l'image à partir de ce qui se fabrique au plateau. Donc ça, c'est quand même un premier bon outil d'avoir une ou des caméras. Une autre matière que j'utilise beaucoup et qui est liée à la caméra, qui s'appelle le Larsen Vidéo,
donc qui est le fait de filmer ce qu'on projette et de faire une boucle d'image, un processus un peu cannibale comme ça où l'image se nourrit d'elle-même. Larsen vidéo, en son, vous en radio, vous connaissez bien le Larsen son, si vous mettrez votre micro près d'un haut-parleur, ça siffle. Alors en général, c'est quelque chose que vous cherchez à éviter. Mais par ailleurs, il y a toute une série de musiciens qui ne cherchent pas du tout à l'éviter, mais qui vont jouer du Larsen. Si dans un Larsen, vous commencez à mettre des pédales, vous commencez à faire des choses, vous pouvez faire des choses musicales extrêmement intéressantes avec ce matériau-là. Et en vidéo, de la même manière, en fait, ça fait moins mal aux oreilles directement, puisque la caméra, elle siffle pas, c'est juste que l'image passe au blanc, en fait, mais après, on peut la traiter, on peut la filtrer. Et pour en venir à cette notion d'électro-vidéo, en fait, j'appelle ça électro-vidéo parce que justement, ma pratique de l'image, elle s'est beaucoup inspirée de la musique, et notamment de la musique électroacoustique, où on détourne les instruments d'enregistrement pour en faire des instruments, on détourne les outils de diffusion pour faire aussi des instruments. En son, le haut-parleur peut devenir un instrument. Et comment est-ce que le vidéoprojecteur peut être un instrument? Comment est-ce qu'on mélange les techniques, par exemple mélanger de la vidéo ou du 16 mm. Et tout ça passe pour moi, et ce n'est pas le cas de tout le monde, mais pour moi par l'outil informatique qui va me permettre de filtrer, de traiter, de jouer de ça. Et donc le troisième élément, en plus de la caméra et du Larsen vidéo, c'est aussi la lutherie, où là, on peut d'un coup se dire tiens, on va essayer de faire de la 3D, on va pouvoir commencer à mettre des délais dans l'image, on va pouvoir rajouter de l'image enregistrée, parce que notamment dans Xenia, on a une bonne part d'image enregistrée, mais c'est une image enregistrée, mais qui est quand même jouée au sens où elle est montée en direct. C'est-à-dire c'est pas un film qui se déroule de A à B. Par exemple, dans la pièce, on a plusieurs personnages qui apparaissent à des moments différés. Chaque personnage est une piste de vidéo, et qui part au moment en interaction avec le jeu et qui est indépendante de ses autres, et donc on a vraiment cette notion de jeu, même dans le montage on peut jouer. Donc pour conclure, je dirais qu'en général dans le cinéma vous avez un processus où vous écrivez un scénario, vous faites un tournage, vous faites un montage, vous faites de la post-production et ensuite vous faites de la diffusion. Donc c'est un processus long qui amène plein de métiers différents et c'est des choses très passionnantes. Et en fait, dans cette pratique d'électro-vidéo au plateau, en fait, on est obligé de faire tout en même temps. Même s'il peut y avoir des phases d'écriture, des phases de recherche, mais on bouleverse complètement les procédés de fabrication d'images habituels. Est-ce que ça laisse place à de l'improvisation de la part des acteurs Totalement, bien sûr. Oui. Après, ça dépend totalement des projets. C'est-à-dire moi, j'ai une pièce avec une danseuse qui est totalement improvisée, qu'on a beaucoup tourné. Il y a des pièces qui peuvent être très écrites, avec une partition très très écrite. Là, dans les deux pièces qu'on a présentées ici, je dirais que Comme des étoiles est assez écrite, mais avec une vraie part d'interprétation, et pour moi et pour les interprètes par rapport à l'image. C'est-à-dire que c'est notamment les interprètes qui vont manipuler la caméra, donc avec leur sensibilité à l'image. Donc ça, ce qui fait qu'effectivement chaque représentation est différente, et qu'ensuite moi il y a aussi tout un travail de vidéo que je fais en direct à partir des images qu'eux fabriquent au plateau avec eux, et qui est aussi, je dirais plus interprété qu'improvisé dans ce cas précis. Il y a des choses que je peux faire qui sont vraiment beaucoup plus improvisées que celles-là. Là, c'est vraiment une question d'interprétation. Mais c'est passé par contre par beaucoup d'improvisation à la création. Dans le cas de Xenia, où on est beaucoup plus sur de l'image enregistrée, il n'y a pas d'improvisation. Mais il y a de l'interprétation, parce qu'effectivement, là, c'est vraiment une question de durée, c'est-à-dire de sentir quand est-ce que c'est le bon moment de donner la réplique vidéo à Xenia. Et puis c'est des choses qu'on remet, parce que même aujourd'hui, on a encore rediscuté de ça et on a changé l'approche de comment est-ce que tout ça allait bouger. Et c'est pour ça, pour moi, que c'est très important que cette chose-là soit vivante. C'est-à-dire que si j'arrivais avec un film qui était fini, ce serait à Xenia de s'adapter à l'image. Là, en fait, l'image, on va la jouer ensemble en permanence et on va pouvoir revenir dessus tout le temps. Peut-être tu peux préciser pour Xenia le dispositif particulier que c'est Oui, c'est quand même assez important. Donc, on est dans le cadre du cabaret de curiosité, voire même des laboratoires de curiosité au sein du cabaret. Et donc, c'est vraiment un laboratoire, et c'est un laboratoire où on explore la question de la réalité mixte en théâtre. Donc, on a en fait, les spectateurs sont munis de lunettes 3D, comme au cinéma 3D, et les images qu'ils voient sont en relief, et Xenia évolue au milieu de ces images et joue avec ces images. Donc on a une recherche très passionnante sur la question de cette réalité mixte, et qui amène
vraiment une nouvelle grammaire, un nouveau vocabulaire. Et donc là, on est au tout début de cette recherche-là, puisqu'on a fait 20 minutes de spectacle sur une pièce qui va se développer. Et puis là, on fabrique tout, c'est-à-dire que je programme les outils en même temps qu'on les utilise, donc ce qui est quelque chose d'un peu laborieux. Laurent pourra peut-être vous donner son ressenti sur ces processus de travail qui au fur et à mesure seront moins laborieux, mais là on invente tout, mais on invente aussi l'écriture, c'est-à-dire comment est-ce qu'on écrit avec ce type d'image. Et c'est là où Laurent est indispensable, puisque pour ça. Donc vous avez tous les deux travaillé sur ce projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'il raconte ? Alors, à l'origine de ce projet, il y a la rencontre avec Ksenia Onishenko, qui est donc l'artiste ukrainienne qui est en résidence ici, qui a été accueillie suite à des dispositifs, entre autres Pause, qui est le dispositif du Collège de France pour les artistes en exil. Puis Artistes en exil, qui lui est celui du ministère de la Culture, la DRAC. Et donc Ksenia est en résidence ici. Romaric Dorier, le directeur, nous l'a présenté. Moi, j'ai vu son travail qu'elle a mené avec des amateurs. Et puis, on a pris le temps vraiment avec Ksenia de se rencontrer et d'écrire sa vie d'une certaine manière. Donc on a écrit un long texte où elle raconte tout ce qui lui est arrivé depuis quelques mois avant la guerre jusqu'à ces derniers mois où elle est ici à Valenciennes, et tout son trajet, et surtout tout le trajet intime de décisions importantes qu'il y a à prendre. On en parlait encore ce matin, où elle me disait que par exemple la décision de partir à l'étranger, évidemment la veille, elle ne l'imaginait pas, mais même 5 minutes avant, elle était persuadée qu'elle allait rester en Ukraine. Ça devait être la première semaine de la guerre, elle habitait Kiev, avec les hélicoptères qui survolaient la ville. Et du coup, voilà, ce qui nous a intéressé de transmettre aux spectateurs français, et quelques-uns ukrainiens aussi, c'est cette brutalité de la rupture qu'un événement comme celui-là, un événement historique, produit dans des vies ordinaires. Alors une vie ordinaire dans le sens où c'est une vie comme les nôtres, tout simplement, hein. Donc ça n'a rien d'ordinaire, nos vies. Elles sont exceptionnelles, évidemment, mais c'est les nôtres, hein. Mais chez Ksenia, évidemment, il y avait aussi tout ce côté artistique qu'elle était obligée d'abandonner. Et c'était très compliqué puisqu'elle était artiste, interprète dramatique. Elle était embauchée dans les théâtres nationaux à Kiev. Et donc... quitter cette langue, quitter ce pays, ça veut dire quitter cette langue et se retrouver dans un endroit où il faut tout reconstruire. C'était une décision difficile à prendre. Voilà, donc le spectacle tel qu'on le conçoit pour l'instant, qui est vraiment un laboratoire comme l'a bien décrit Lionel, c'est l'envie à terme, puisque là on est vraiment au début, on a 20 minutes à peu près de spectacle. Et ça nous a pris du temps pour le faire, parce que comme le dit Lionel, on fabriquait les outils en même temps que le spectacle. Les outils pour faire le spectacle, c'est comme si vous aviez à fabriquer vos micros pour faire de la radio, imaginez, ou vos ordinateurs. Voilà. Et du coup, là on raconte les 3 premiers jours de guerre. Alors ces 3 premiers jours un peu particuliers, puisque c'est à la fois le jour d'après, le jour même, et le jour d'avant, mais aussi le jour qui aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu la guerre. Donc il y a un jour fantôme comme ça qui erre dans le récit. Et je pense l'histoire des fantômes avec le procédé 3D, voilà, c'est une très bonne piste, parce qu'effectivement le rapport entre un personnage, une interprète réelle dans l'espace scénique, et des images qui sont projetées avec cet effet de relief 3D comme ça, donne l'impression que ce personnage est entouré de réminiscences, de souvenirs, de manifestations assez étranges, hein. Il y a un effet comme ça, château hanté dans notre scène, qui fonctionne très bien, et on a envie d'aller plus loin évidemment dans cette direction-là, et d'en faire un vrai spectacle. D'ailleurs avec Ksenia, on va partir dans 15 jours, on va aller au CNES, qui n'est pas le Centre national des études spatiales, mais qui est le Centre national des écritures du spectacle. À ne pas confondre. À ne pas confondre, les deux CNES, qui est à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, et qui va nous permettre, en résidence, d'écrire la suite du spectacle.
Donc, quelle part prend vraiment l'expérimentation dans une histoire vraie ou presque, là dans le cas de ce jour fantôme? Ah, ça c'est une bonne question. On se l'est pas mal posé parce que, comme vous l'avez compris, on est quand même en train de travailler avec un dispositif technologique qui est quand même non seulement innovant mais puissant. Et il fallait quand même qu'on reste à l'endroit de l'initiative première, c'est-à-dire raconter la vie de Xenia, la rencontre avec Xenia et la rencontre de Xenia avec le public ici en France. Donc on ne voulait pas du tout la noyer dans un dispositif contraignant. Donc on a fait le choix de raconter que des choses vraies. Donc il n'y a pas de fiction en fait. C'est juste l'agencement des choses. On ne les raconte pas dans l'ordre. On commence par le 4e jour, puis on va au jour J, puis on retourne au jour d'avant. Mais dans le jour d'avant, on parle du jour d'après, qui est le jour J qu'on a vu avant, qui ne sera pas évidemment du tout ce qu'on a vu dans le jour J-1. Vous voyez, c'est comme ça. Mais tout est vrai, par contre. On ne fictionnalise rien dans les récits, dans les faits. Mais l'agencement des choses nous permet de découvrir. Et l'enjeu, c'est d'être projeté dans les effrois qu'elle a à subir et les questionnements qu'elle a à subir, et d'une certaine manière aussi avec un peu de recul une forme d'ironie aussi un peu violente par rapport à cette guerre qui dure maintenant depuis 3 ans. Et comme je le disais encore ce matin dans le débat qu'on a eu, qui ne peut que nous concerner vraiment tous, dans la mesure où si la guerre s'arrête dans la situation, en tout cas dans laquelle messieurs Poutine et Trump ont envie de l'arrêter, c'est une guerre qui ne s'arrêtera pas, mais qui reprendra et peut-être encore plus loin que les frontières de l'Ukraine. On prendra peut-être dans le style de guerre froide qu'on a déjà eu, où c'était beaucoup plus de tension. Elle commence à être chaude. La guerre froide, elle avait l'avantage d'être froide. Il y avait beaucoup de tension. On va pas rentrer dans les détails, puisqu'on va rester sur les spectacles. Voilà. Et par rapport aux questions d'expérimentation que vous abordiez, ce qui nous a semblé évident aussi dans tout ça, c'est que finalement cette pratique-là très singulière du rapport à l'image et à la scène va amener une poésie qui finalement nous permet d'aborder quelque chose d'extrêmement violent, de ne pas cacher cette violence, mais de ne rien en faire de pornographique, c'est-à-dire d'aller vers une forme de poésie, s'il peut y avoir poésie autour de ça, mais voilà, de pouvoir dire les choses et de les amener tout, et en étant dans l'univers aussi mental de Xenia, dans ses intériorités, dans ses questionnements. Et il faut citer le travail d'Esteban Fernandez, aussi de ça, qui est le créateur musique, qui a composé vraiment pour le spectacle les choses. Et évidemment, la puissance des images a besoin de la musique. Bien sûr, façon, oui. Les choses se sont. Ça, c'est vrai qu'on se rend jamais assez compte. Et ça, moi, j'ai découvert ça dès mes débuts dans mes approches de vidéo-théâtre. C'est que 50% des images, c'est le son. C'est déjà vrai partiellement au cinéma. En théâtre, le son est très très important et fabrique l'image, de même que l'image fabrique le son. Mais disons que ça va vraiment. Les narrations ne peuvent pas se penser l'une sans l'autre, et là particulièrement dans ce travail-là. Donc on peut dire qu'on peut inviter l'ensemble de nos auditeurs à aller voir le spectacle, voir des expérimentations, des choses qui sont nouvelles. Ensuite, qui racontent un récit assez bouleversant que personne, je pense, à part ceux qui l'ont vécu, peuvent le ressentir. Peut-être grâce à votre spectacle le ressentir. Mais on va aussi parler d'un autre spectacle que vous êtes aussi tous les deux présents dessus. C'est Comme des étoiles. Ouais, c'est pour ça que je me défais. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un peu rapidement de ce spectacle ? Donc, pour en parler très rapidement, donc c'est né d'un temps de recherche ici même, quasiment un an près, 1 an et 1 mois près, au Phénix, où on a eu ce luxe, ce plaisir immense d'avoir un vrai temps de recherche autour de traduction d'Emma, de textes de Jon Fosse. Et c'était un moment assez magique, où on a essayé plein de choses, où on n'avait pas la contrainte d'aller nécessairement vers un spectacle. Il se trouve que ça s'est construit et que ça a pris une forme spectaculaire. Et qu'on a trouvé vraiment une alchimie assez incroyable entre le texte, la scénographie, très très belle de Laurent,
les interprètes, la vidéo, le son, la lumière. Là, on est vraiment dans un endroit où la lumière et la vidéo jouent vraiment fondamentalement ensemble avec les interprètes. Et c'est vraiment, voilà, pour moi, il y aurait presque une notion un peu de manifeste de ce que peut être l'image au théâtre, dans Comme des étoiles. Et quelles sont les choses qu'on pourrait dire pour inviter les gens à venir voir ce spectacle Comme des étoiles ? D'abord que c'est un très beau spectacle. Non, plus sérieusement, tout simplement, c'est que les deux interprètes, comme l'a dit Lionel, c'est un comédien, un jeune comédien qui sort de l'Erasme, qui a une sorte de singularité, et il est accompagné au plateau par une magnifique danseuse, on peut le dire, Caroline Jaubert, qui a une forme de grâce et qui d'ailleurs, Caroline, on parlait d'improvisation, a des parties improvisées. Des vraies parties, c'est elle qui improvise le plus dans ce spectacle. Elle a vraiment des parties improvisées, même si évidemment tout ce qui est le texte et la poésie d'Ion Fosse que Emma a traduite. Donc c'est une forme qui, au bout du compte, comme l'a dit Lionel, qui n'était pas destinée à devenir un spectacle. Et le plus beau compliment moi, que j'ai entendu, c'est une spectatrice qui est revenue vers moi et qui m'a dit, au fond, tout ce dispositif avec la caméra qui déplace, les images qui changent en même temps, c'est très immersif. Dans la scénographie, ils sont vraiment noyés dans l'image. Elle qui danse, lui qui la regarde. Il y a une forme de fragilité permanente. C'est-à-dire qu'effectivement, les spectateurs sont très conscients du processus. Processus, il est à vue, puisqu'il déplace la caméra, qui crée les images, et parfois les Larsen inventent des choses inattendues. Donc les spectateurs sont très conscients, je dirais, d'un processus fragile, et je pense que c'est vraiment la singularité de l'expérience que Emma a menée, Emma Gustafsson, avec Comme des étoiles. Et ce qui est pas mal pour la poésie d'Ion Fosse, parce que la poésie d'Ion Fosse, elle est quand même aussi cette chose très presque petite, cristalline comme ça, qui peut ne pas être vue, mais que si on la regarde ou si on l'entend, peut être très touchante. Donc comme on l'a dit, on invite tous nos auditeurs à aller voir les deux pièces, mais surtout, c'est que je vais vous demander, c'est où est-ce qu'on peut les retrouver, ces deux pièces ? Ça, c'est une très bonne question. Alors comme on l'a dit, Xenia, c'est encore en production, donc on espère bien pouvoir rebondir l'année prochaine pour continuer à travailler dessus. On en a besoin, puisque l'écriture n'est même pas finie encore du spectacle. Et puis, Comme des étoiles, on va voir. On l'a joué là encore hier avec un certain succès. On va voir à quel endroit ça rebondit, puisque c'était la création, en fait, d'une certaine manière, de ces formes-là. On vous souhaite que ça continue, que les spectacles soient diffusés, que les théâtres aient envie de les jouer, que vous puissiez bien travailler et avoir beaucoup de dates. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous deux d'avoir été sur notre plateau. C'était la dernière émission du Cabaret des Curiosités cette année. Nous voulons remercier particulièrement le Phénix de nous avoir accueillis pour ces émissions. À Kylian, Daniel, Célestin, Alexandre, Ethan, Maxime, Naël, Renaud, Antoine d'avoir participé à la réalisation de ces émissions. Merci à l'ensemble de l'équipe de Ramdam surtout. Oui. Merci aussi à Léa Anaïs de s'être occupée de nous pendant toute cette semaine. Et on vous dit à l'année prochaine.